Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. C'est le premier numéro de l'année 2021 et nous démarrons donc cette année au ministère de l'Éducation nationale avec le directeur donc de la DEPRE. Comprenez par DEPRE la direction donc de la planification et de la réforme de l'éducation nationale. Donc monsieur Cheikhna Lam, le directeur de la DEPRE. Bonjour directeur. Bonjour. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Alors, vous êtes notre premier invité pour 2021. Et chers téléspectateurs, aujourd'hui, il sera question de beaucoup de chiffres. Nous sommes venus là où sont stockés les chiffres donc de l'éducation nationale, au niveau donc de l'ADEPRE, comme on l'a dit tout à l'heure, ce service donc qui constitue en quelque sorte donc la bibliothèque du ministère de l'Éducation nationale. D'ailleurs, il va revenir un peu avec nous sur ce service-là, donc l'ADEPRE. C'est quoi le rôle exact de l'ADEPRE? Merci beaucoup. J'aimerais, avant d'aborder cette première question, vous témoigner toute notre satisfaction par rapport à notre statut de premier invité pour une émission aussi importante que celle qui nous réunit aujourd'hui, notamment centrée vers des questions éducatives. Et saluer aussi la pertinence du moment qui est choisi pour la tenir, parce que nous venons de boucler une période assez difficile, une gestion d'une série de reprises par rapport à une pandémie, et nous inaugurons une nouvelle année en ayant la chance d'avoir sauvé l'année passée dans des conditions extrêmement difficiles. Maintenant, par rapport à la première question sur la DEPRE, vous avez eu à le dire, c'est la direction de la planification et de la réforme de l'éducation. Et c'est une direction technique, c'est une technostructure au sein du ministère qui est au service de l'ensemble des autres directions en termes de projection, de planification, mais aussi en termes d'accompagnement pour l'atteinte de la qualité et l'atteinte des objectifs qui sont assignés au ministère. Et dans le sigle, il y a la planification, il y a les statistiques, donc il y a tout ça. Donc la planification, ça consiste en quoi en fait? J'aimerais revenir un peu sur les missions, peut-être qu'on l'a brossé tout à l'heure. Oui. Et j'aimerais insister sur 5 domaines de compétences de la direction avant d'en venir au détail sur la planification. Parce que on l'a annoncé, nous sommes la direction de la réforme et de la planification avec 5 dominantes. C'est d'abord la planification en tant que secteur de pilotage et de prospective. Notre deuxième domaine de compétence, ce sont les statistiques du ministère. C'est le grenier où on enregistre l'ensemble des données du ministère qu'on collecte jusqu'au niveau le plus élaboré, c'est-à-dire le niveau établissement, en passant par les planifications des IEF et les bureaux de planification des IA pour aller vers une compilation au niveau sectoriel, au niveau ministère, ensuite au niveau sectoriel. Ensuite, c'est le partenariat qui est un aspect extrêmement important, même si ça n'apparaît pas dans le libellé de la direction. C'est vraiment la cheville ouvrière de la direction en termes de collaboration avec les partenaires, tous les partenaires que nous avons, que ce soit les PTF, les OSC, que ce soit les collectivités territoriales, notamment dans le cadre du GNPF. On va revenir sur le GNPF. Au sein de l'administration aussi, en rapport avec les autres ministères avec lesquels on collabore, mais aussi les institutions internationales comme le PME, comme la Confémen, l'Union africaine et l'OIF. Nous avons aussi la coordination de la réforme dans sa globalité, notamment les réformes qui sont menées dans le cadre des projets et toutes les innovations que nous développons en rapport avec les autres directions pédagogiques notamment, et la coordination du plan sectoriel de l'éducation en rapport avec les autres ministères du secteur de l'éducation, notamment dans le cadre du GNPF, dont nous assurons le secrétariat. Ok.
Ok. Et les partenaires, vous en avez parlé un peu et on y reviendra tout à l'heure. Donc, tous ces partenaires que vous avez eu à citer, on y reviendra. Juste rappeler, chers téléspectateurs, que Monsieur Lam, Monsieur Cherna Lam, remplace à ce poste quelqu'un à qui nous avons rendu un hommage, donc, lors de nos émissions précédentes. Il s'agit de Monsieur Djibril Ndiaye Diouf. Donc, nous renouvelons nos condoléances à la famille et à tout le monde de l'éducation. Nous présentons aussi nos condoléances pour pratiquement tous les acteurs de l'éducation qui nous ont quittés au cours de l'année passée. Donc, j'en veux pour exemple Monsieur Bekay Diop aussi, qui était directeur donc de la direction de l'équipement scolaire, et beaucoup d'autres acteurs qui nous ont quittés, des enseignants, donc des agents de service, donc au niveau du ministère, des agents en service au ministère de l'Éducation et dans les IA, dans les IF aussi. Nous présentons nos condoléances donc à tous les acteurs de l'éducation. Donc, mais déjà, pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours, donc avant d'arriver à ce poste-là? Le parcours professionnel. Oui. Bon, en fait, je suis enseignant de formation et je resterai éternellement enseignant. Je m'y plais. C'est d'abord un profil d'instituteur, comme sortant de l'école normale Durand Barthélemy Valentin de Saint-Louis. Ensuite, comme directeur d'école à Fatick, puis à Thiès, où j'ai réussi à l'inspectorat. Après la formation à l'inspectorat, j'ai été adjoint à l'IF de Diourbel, où j'ai affiné ma formation, parce qu'à l'école, on sort inachevé, aux côtés d'un grand homme que j'aimerais saluer. C'est M. Moussa Mbaye qui m'a beaucoup accompagné dans le cadre du perfectionnement de ma formation. Ensuite, j'ai été coopté au niveau de l'INEAT par le directeur Mam Ibraba, auprès de qui j'ai continué ma formation. J'ai ensuite assuré l'intérim de la direction pendant quelques années avant d'avoir l'honneur d'être choisi par M. le ministre Mamoudou Talla pour être confié une direction aussi importante que la direction de la planification. Ce qui fait que c'est un grand défi pour moi. Et ça a été un honneur d'avoir fait l'objet d'un choix aussi grandiose. Donc c'est ça, le parcours très très résumé, très succinct. Très résumé, donc parce qu'on sait que derrière il y a plusieurs autres formations à travers des ateliers, des séminaires, à travers même. Donc voilà. Mais c'est surtout l'enseignant qui est là, qui continue à être un enseignant. Et c'est ce que nous aimons chez les enseignants. Donc, comme on dit, enseignant un jour, enseignant pour toujours, n'est-ce pas? Merci. Donc, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, vous êtes dans un service extrêmement important. Un service où atterrissent pratiquement toutes les informations. Donc, du ministère de l'Éducation. Et tantôt, vous l'avez dit aussi, nous sortons d'une année scolaire assez perturbée, donc qui a pu être sauvée malgré tout. Et on a parlé également de résultats, de très bons résultats durant l'année passée. Pouvez-vous revenir un peu sur ces résultats avec beaucoup plus d'exactitude? Parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qu'il en est de ces résultats. Donc, au niveau des différents examens de BFM, le CFE, le bac. En termes de résultats, nous avons pu faire vraiment un effort surhumain pour pouvoir tenir déjà ces examens, parce que on a fermé les classes pour pouvoir contribuer à atténuer les effets de la pandémie. Et dès qu'on a clôturé les enseignements au niveau présentiel, le ministre a donné vraiment les orientations pour qu'on puisse continuer l'enseignement à distance. Et dès que le protocole a été favorable, on a reçu les orientations pour procéder à une réouverture en se concentrant sur les classes d'examen, notamment le CM2, les classes de 3e et les classes de terminale. Cela nous a valu, après un certain nombre de jours de cours intensifs pour compléter un peu l'enseignement à distance,
donc des cours en présentiel, de pouvoir aller vers l'organisation de ces examens-là. Et en termes de résultats, pour le CFE, on a enregistré 112,04% en 2020. Et comparé aux résultats de 2019, où on était à 57,3%, on a eu un gain de plus 14,7 points de pourcentage. C'est extrêmement important, très vu le contexte. Pour le BFM, on a enregistré 74,51% contre 51,7%. Là aussi, on a un gain substantiel. Et pour le bac, on est à 48,4% contre 37,7% en 2019. Et c'est véritablement, comme j'ai eu à le dire, des résultats qui sont très satisfaisants. Et Monsieur le ministre aime dire que il faut s'en féliciter, mais il faudrait qu'on soit plus ambitieux, parce que l'idéal serait que tous les enfants réussissent, au vu de la qualité de l'éducation et des efforts qui sont déployés dans le cadre du pilotage des écoles. Ça veut dire que le seuil de 100% n'est pas hors de portée. C'est atteignable. Maintenant, si on a pu faire ces bons, en termes de comparaison par rapport à l'année dernière, malgré le contexte, on a eu à le dire, Monsieur le ministre a eu à beaucoup insister, on le doit à la réorganisation. Dès qu'on a reçu l'handicap de ne plus pouvoir aller à l'école, on a déployé un dispositif d'enseignement à distance avec des plateformes existantes, croisé à un dispositif de mise à disposition de support physique, parce qu'en réalité, la couverture numérique n'est pas totale dans notre pays. On est un pays en développement. Et on a aussi exploité les plateformes, les réseaux sociaux pour diffuser, avec des initiatives aussi qui sont nées d'école de manière spontanée. Donc là, il faut féliciter tous les enseignants qui n'ont pas attendu, qui ont été très engagés pour accompagner le dispositif global du ministère. Et c'est ça qui nous a valu, avec ce maintien du contact pédagogique avec les élèves, ça nous a permis de ne pas avoir une grosse déperdition en termes d'installation de contenu. Alors, maintenant, nous avons posé la question à différents acteurs, des parents d'élèves, des enseignants, des directeurs, donc voilà, pour ces résultats-là, qui n'étaient pas du tout attendus. Donc, et certains ont justifié ça surtout par la prise en charge rapprochée. Donc, vous en avez parlé tantôt avec le numérique et tout, mais surtout en présentiel, parce qu'il y avait que les classes d'examen. Donc, du coup, c'était de petits effectifs dans les classes. Et là, pour cette année scolaire qui commence, donc voilà, on a fait également quelques émissions avec d'autres acteurs qu'on salue au passage. Le censeur du lycée de Fatick, donc voilà, à Tamba, le directeur du CAOSP et d'autres acteurs. Donc, qui déjà ont des craintes par rapport aux effectifs qu'ils ont reçus cette année. Donc, des effectifs énormes par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre? Déjà, au niveau de ces effectifs-là, est-ce que vous avez des chiffres exacts? Donc, des effectifs qu'on a par rapport à l'année dernière. On a les chiffres. J'étais en train de décliner les facteurs qui ont prévalu ces résultats qui sont intéressants. Justement, c'est le fait d'avoir maintenu la relation pédagogique en changeant de modalité. Au lieu d'une modalité présentielle, on avait une modalité distancielle. Vous l'avez évoqué, c'est le fait d'avoir eu un encadrement rapproché avec notamment des classes de 20 élèves qui ont été accompagnés par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Ça a été véritablement une innovation, en tout cas une sorte d'étincelle qui nous a permis de pouvoir combler un peu tout ce gap pédagogique avec des enseignants très engagés qui ont su, au niveau des écoles, se rattraper très rapidement. Mais il y a eu une troisième mesure aussi que vous n'avez pas évoquée, c'est le recentrage curriculaire en analysant l'ensemble de nos curricula et en procédant à un élagage qui nous a permis d'avoir des sujets qui étaient plus raisonnables. Et c'est cette conjugaison de facteurs-là qui a permis de pouvoir véritablement avoir les résultats que nous avons. Maintenant, il y a eu beaucoup de remous, beaucoup de dissertations sur ces résultats. N'empêche que l'analyse technique qui est en train d'être faite par l'IGF nous montre que véritablement ces facteurs ont été assez déterminants dans la qualité de ces résultats. Maintenant,
c'est à perpétuer. Et c'est toute la difficulté avec le nouveau protocole qui a évolué par rapport au protocole précédent. Si on a pu reprendre uniquement avec les classes d'examen, là on va vers des chiffres très grands en termes d'accueil au niveau des écoles, avec pratiquement 4 millions d'élèves qui reviennent. On ne peut plus faire de restrictions parce que là c'était les classes d'examen. Maintenant, les classes d'examen ont migré pour être des classes intermédiaires. On accueille de nouvelles classes d'examen. Cela signifie que on doit enrôler tout le monde. Et le cumul donc de tout ça, finalement, en termes d'élèves, vos analystes ont travaillé là-dessus? En termes d'élèves, l'effectif présentement c'est de 3 631 000 élèves. 3 millions. Pour la dernière campagne de 2020. On était à 3 631 000. Tous les niveaux d'enseignement confondus. Et l'année Cette dernière, année, ça va bouger légèrement. Et là, c'était l'année dernière. Là, c'était 2020. C'est-à-dire la dernière campagne statistique, c'est 2020. Nous sommes en train de collecter pour 2021. Et incessamment, dans un mois ou plus tard, on aura les résultats de la nouvelle campagne. Alors, on en profite pour saluer aussi tous les planificateurs qui sont au niveau des IA et au niveau des IF, les Moustapha Gueye et autres, donc qui font aussi un travail extraordinaire pour déjà traiter ces données qu'ils reçoivent, donc avant de les passer donc aux équipes qui sont au niveau donc de là de près. Donc, mais déjà l'année dernière, on a eu quelques problèmes au niveau des effectifs des enseignants aussi. Et là, comme vous l'avez dit, le nombre d'élèves, donc par rapport à l'année dernière, va évoluer aussi. Donc, et au niveau des enseignants, on en est où? Est-ce que le ratio, c'est satisfaisant? Est-ce qu'on peut parler donc d'un ratio équilibré? Les enseignants, on a toujours un gap. Cette année, monsieur le DRH a ventilé pour les enseignants de l'élémentaire, du préscolaire et du moyen secondaire. On vient de doter l'ensemble des IF. Pour certaines, on a atteint les demandes. Pour d'autres, il y a toujours des gaps parce que malheureusement, c'est des zones de départ. Et c'est le mouvement démocratique avec beaucoup de départs. On en a tenu compte dans la ventilation. Mais en termes de nombre, pour 2020, on a pu dénombrer 125 408 enseignants. Et pour 2021, on aura les statistiques au courant de ce mois-ci. Mais n'empêche que vraiment, avec le flux, le mouvement des enseignants, il y a toujours certaines zones qui sont plus démunies que d'autres. C'est lié notamment au fait que ces zones-là sont des zones de départ. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes au ministère de l'Éducation nationale avec monsieur Cheikhna Lam, qui est le directeur donc de la direction de la planification et de la réforme de l'éducation nationale. Donc nous sommes en train de parler de chiffres et on va continuer à parler de chiffres, mais en termes d'argent maintenant. Parce que, voilà, d'argent, finance, on va dire de finance. Voilà. Les techniciens de la planification font bien la part des choses. Donc, pour nous, les profanes, c'est la même chose, hein. Donc, mais eux, ils font la part des choses, n'est-ce pas? On dit généralement que les 40% du budget du Sénégal, donc, sont destinés à l'éducation. Vous confirmez? Effectivement. Du budget global du ministère, du budget d'investissement du Sénégal est attribué à l'éducation. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Cette année, on a un budget de 526 milliards 270 millions contre 476 940 l'année dernière. On a connu une hausse de 10,34%. Cependant, il y a toujours un déficit en termes de couverture. Et on a pu voir que les 80% de ce budget sont orientés vers des dépenses en personnel. Les salaires et autres. Voilà. Et les dépenses d'investissement sont assez minimes pour un secteur qui a beaucoup de besoins en termes de construction de salles de classe de proximité, d'écoles de proximité, mais aussi de résorption des abris provisoires. Malgré le fait qu'on ait véritablement un grand budget en termes de comparaison avec les autres secteurs, on a les besoins les plus élevés.
Néanmoins, il faut saluer l'effort du Sénégal par rapport aux autres pays où les institutions internationales ont eu à fixer la norme de 20% du budget. Nous, on est à 40%. Et le plus souvent, quand on est dans les rencontres internationales, le chef de l'État, monsieur le ministre de l'Éducation, sont véritablement félicités pour cet effort-là. Même s'il faut préciser que les 85% vont vers véritablement des dépenses de personnel. Ouais. Mais ce budget-là, est-ce que l'essentiel de ce budget-là, donc vous l'avez dit, une très grande partie de ce budget est destinée à payer des salaires et autres, donc le personnel, gérer le personnel en quelque sorte. Mais la provenance donc de cette grande partie du budget, est-ce que c'est des partenariats avec les autres pays? Parce qu'on a vu déjà au niveau de la DEPRE, donc dès que vous entrez, c'est plusieurs projets. J'en profite pour saluer donc Papsel de ADEM Dakar. Donc voilà, il y a plusieurs projets qui sont logés au niveau donc de la DEPRE. C'est que représente cette part donc voilà des projets avec la France, avec le Canada et autres. Le budget qui est annoncé globalement, ce budget, c'est le budget de l'État. C'est le budget qui nous provient de l'État. Mais la partie investissement est complétée par l'apport de partenaires dans le cadre de projets qui sont mis en œuvre au niveau du ministère. Et ça ne représente pas une très grande proportion par rapport au budget total? Je n'ai pas la proportion exacte, mais je sais que la partie du budget qui vient d'être déclinée, c'est vraiment la partie du budget de l'État. Ok. Mais l'accompagnement des partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des projets, notamment, nous aide beaucoup, notamment dans le volet investissement, avec la construction de salles de classe, la construction d'écoles, la mise à niveau des établissements surtout. Vous en avez parlé, vous en avez beaucoup parlé, donc de ces données-là que vous traitez. Vous avez parlé de la campagne statistique qui va démarrer bientôt et qui vous permettra d'avoir tous ces éléments. Donc cette campagne qui consiste à collecter des données. En fait, qui est habilité à faire cette campagne? Qui collecte les données? En fait, la collecte de données est placée sous la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de la statistique, donc la DEPRE. Et la collecte est faite en partenariat avec l'ensemble des autres structures parce qu'en fait, je l'ai dit, on est une technostructure. Par exemple, sur la gestion de l'aspect numérisation de la collecte, on est appuyé par le CIMEN dans le cadre de la plateforme StatEduc. Et tous les autres acteurs, à chaque fois que vous entrez dans une direction pédagogique ou technique, vous avez un point focal statistique et on a une équipe sectorielle, une équipe ministérielle qui est là, qui travaille en rapport avec la division des statistiques pour procéder à la collecte. Et dans sa déclinaison au niveau des IA, vous trouverez toujours un bureau planification, dans les IF également. Et au niveau des écoles, il s'agit du directeur qui a la responsabilité de renseigner les formulaires statistiques. Donc c'est vraiment toute une chaîne, depuis le niveau école jusqu'au niveau ministère, où ça se complexifie avec la mise à contribution de l'ensemble des structures pour avoir des données de qualité. Ok. Mais chez vous, quels sont les profils que vous avez dans votre direction? Chez nous, on a un bureau statistique où le plus souvent, on a des profs de maths qui ont une certaine formation à la base, qui ont migré en planificateur. À côté de ces profs de maths formés en planification, on a aussi des planificateurs chevronnés que nous sélectionnons des IA et des IF pour venir nous accompagner avec un œil vraiment technique pour avoir l'aspect opérationnel. Okay. C'est cette mixture-là entre des profs de maths aguerris, formés sur les grandes théories, et des praticiens qui nous viennent du terrain, que nous parvenons à avoir vraiment une collecte complétée par des informaticiens, notamment pour gérer la base, parce que le dispositif est vraiment automatisé jusqu'à l'échelon IF, là où on continue avec une collecte en papier-crayon, c'est entre l'IF et les écoles. Et les écoles. Pour cette année, en plus des objectifs donc, que le ministère de l'Éducation nationale s'est fixé, est-ce que vous, au niveau donc, de la DEPRE, vous vous êtes fixé d'autres objectifs? Quelles sont les perspectives pour cette année?
peut-être revenir sur les objectifs. Puisque nous gérons la réforme, nous gérons le programme sectoriel, notamment le paquet avec les priorités du MEN, en rapport avec les plans de l'ensemble. Peut-être nous visons des objectifs qui sont génériques pour l'ensemble du ministère, à côté d'objectifs qui sont spécifiques à la direction. Et en termes d'objectifs, globalement, dans le cadre du paquet poursuivi par le MEN, c'est vraiment pour 2021, c'est de mettre l'accent sur la professionnalisation des enseignants par le renforcement des compétences. Ça, c'est véritablement un des objectifs clés de M. le ministre. C'est le développement du bilinguisme comme levier pour améliorer la performance de nos enfants. On l'a vu, notamment dans les évaluations du PASEC. À chaque fois, il y a un pays qui sort du lot, c'est le Burundi. C'est parce qu'ils ont su développer l'introduction de la langue locale dans les apprentissages pour les 3 premières années. À ce niveau, la direction de l'enseignement élémentaire est en train de faire un travail extraordinaire avec l'USAID et nous comptons véritablement le renforcer à travers notamment le MOEPS, qui est un dispositif ministériel pour permettre de fédérer l'ensemble des interventions des acteurs qui s'intéressent à ce secteur-là. La promotion de l'enseignement des sciences, notamment chez les filles. Ça, c'est un domaine vraiment transversal, mais qu'on voit surtout au niveau de l'enseignement secondaire, notamment avec la DMG. C'est vraiment une surpriorité depuis l'élémentaire jusqu'au lycée. C'est la mise à niveau des établissements en termes de construction, en élaborant des établissements exceptionnels, tels que les LINEC, les lycées d'intégration, les écoles à caractère scientifique, comme le lycée de Diourbel, comme Maria Moba. Vraiment, ce sont nos fers de lance en termes d'atteinte de la qualité, ces écoles d'excellence. Effectivement. Et on a tout un programme assez ambitieux dans le cadre de la coopération avec l'AFD pour développer de telles écoles dans des localités les plus déshéritées pour agir un peu sur l'équité et faire reculer la vulnérabilité. C'est le développement du numérique avec la mise sur pied du PROMET, parce qu'on a appris de la phase pandémie où on a pu vraiment sortir la tête de l'eau en actionnant le levier numérique. Monsieur le ministre compte vraiment pérenniser ces acquis-là en développant davantage le numérique pour qu'on puisse avoir un maillage national. C'est ambitieux, mais je crois que c'est une surpriorité parce qu'on n'est pas à l'abri d'éventuelles perturbations, même si c'est pas la Covid. Vraiment, l'école n'est pas à l'abri. Et enfin, développer le partenariat avec les collectivités territoriales. Vraiment, revoir un peu comment régénérer les cellules au niveau déconcentré. On en avait discuté une fois. Ça, c'est véritablement un objectif à la fois de la DEPRE et un objectif de niveau ministériel. Maintenant, par rapport à la DEPRE, l'objectif majeur, c'est un peu de pérenniser les tables de concertation, notamment la revue. On a accusé un peu de retard, mais cette année, on espère qu'on pourrait tenir une revue vraiment au courant du mois de mars-avril. Si on parvient à le faire, on sera véritablement sur du rattrapage par rapport à ce retard-là. L'autre élément, c'est l'automatisation complète du dispositif de collecte. Je vous ai dit que jusque-là, on a un dispositif automatique du niveau ministère jusqu'au niveau IF. Et qu'à partir de l'IF, malheureusement, on continue avec une collecte en version papier-crayon. C'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait. C'est lié notamment au fait que pour qu'on puisse aller vers la collecte jusqu'au niveau école, il faut des instruments de collecte au niveau de ces structures-là, malheureusement. Il faut la connectivité, il faut soit des tablettes, soit des machines. Le dispositif est là, mais ce sont les instruments qui font défaut. C'est un lourd investissement. C'est pourquoi, pour cette année, on pense mettre en œuvre un dispositif hybride pour pallier un peu le manque de matériel au niveau des écoles et repousser le niveau d'automatisation jusqu'à l'échelon le plus bas. On compte aller vers une collecte en itinérance avec des planificateurs qui auront des groupes de collecte et qui vont aller avec leurs appareils, leurs instruments, convoquer les écoles au niveau des districts et organiser des journées de saisie. On pense que ça nous permettra
d'avancer, de faire un pas vers Effectivement. l'automatisation complète. En attendant que tout le monde soit Tout le monde connecté. soit connecté, malheureusement. En tout cas, nous arrivons au terme de l'émission. Nous vous remercions. Et chers téléspectateurs, nous vous souhaitons également une excellente année 2021. À tous les acteurs donc de l'éducation, nous souhaitons cela. Nous le souhaitons aussi à monsieur le ministre Mamadou Talla, donc et à notre cher ami monsieur Cheikhna Lam, qui nous a reçus pour le premier numéro de cette année. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Donc un dernier mot avant de clôturer. Le dernier mot, c'est surtout des mots de remerciement pour cette vision que vous avez de tenir une émission autour de la réouverture des écoles. C'est un moment assez critique où il faut justement faire le bilan de cette année difficile, faire le point et s'engager vers une nouvelle année qu'on souhaiterait meilleure que l'année passée. Ouais. Merci beaucoup encore à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro, donc dans une semaine, sur votre chaîne préférée.